Que se passe-t-il en Europe? Je sais que tu n'es pas en Europe en ce moment, mais quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que tous les pays de l'OTAN se rassemblent autour du soutien des États-Unis. Nous avions reçu Stormer auparavant. Il avait dit « Nous n'allons pas rejoindre ». Puis il a dit « Nous allons rejoindre » parce que nos bases ont été influencées, ou peu importe ce qu'il avait en tête. Mais il a précisé qu'il rejoignait non pas de manière offensive, mais défensive, pour défendre les bases, les États-Unis, Israël ou Chypre, en gros. Parce que, tu sais, la plupart de ces combattants sont à Chypre, comme nous en avons parlé. Alors, comment vois-tu la situation actuelle de la guerre? Eh bien, je veux dire, commençons par aborder le point que vous venez de soulever. Dans les déclarations liminaires, lorsque cette guerre a éclaté, plus précisément, si l'on regarde les pays de l'E3, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, au lieu de condamner les États-Unis ou Israël pour avoir déclenché une guerre non provoquée, une guerre de choix non déclarée, une guerre d'agression contre l'Iran en pleine négociation de haut niveau, il ne faut pas oublier qu'il y avait des discussions en cours via Oman entre les Américains et les Iraniens. Cela avait du moins été présenté au monde comme une voie de sortie potentielle pour éviter une guerre. Et comme nous le savons désormais, ces négociations n'ont pas été menées de bonne foi par les États-Unis. Elles ont été utilisées pour gagner du temps afin de planifier une attaque surprise contre les Iraniens, pour la deuxième fois. Cela s'était déjà produit auparavant, en juin, il y a seulement 8 mois. Voilà donc le premier point. Il n'y a pas eu de condamnation. À la place, presque tous les pays européens ont publié des déclarations quasiment identiques, disant en substance « Nous défendons notre allié, les États-Unis, et nous soutenons notre allié, les États-Unis. » Ils ne sont pas allés jusqu'à dire qu'ils soutenaient Israël dans cette entreprise, car évidemment, c'est Israël qui avait techniquement frappé le premier. Mais il y a eu cela, suivi d'autres déclarations, notamment celle de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, affirmant « Le régime iranien est absolument abject ». C'était son entrée en matière. Donc, il s'agit d'un gouvernement iranien qui négociait pour éviter la guerre et qui est maintenant immédiatement qualifié abject par le dirigeant britannique. Et ensuite, il évoque « Oh, ils ont massacré leurs manifestants en janvier ». Et tout ce canular est ensuite utilisé pour justifier la position de confrontation, du moins au départ, de ces pays européens. Très bien. Et nous savons, je peux le dire sans l'ombre d'un doute, que les accusations selon lesquelles le régime iranien aurait massacré des manifestants, 10, 20 ou 30 000, sont totalement et catégoriquement fabriquées. C'est à la fois, d'après ce que j'ai vu sur le terrain lorsque j'ai fait mon reportage et visité Téhéran il y a 3 semaines, et aussi sur la base des affirmations facilement démontables d'ONG iraniennes de défense des droits humains basées aux États-Unis. Je tiens simplement à ce que ce soit très clair. Il n'existe aucune provenance pour les accusations ou les affirmations qui viennent d'être fabriquées et injectées dans les médias américains, puis reprises par des politiciens occidentaux, selon lesquelles le régime iranien aurait massacré des manifestants démocratiques, et ainsi de suite. C'est faux. En réalité, c'est le contraire qui est vrai. Nous avons des preuves que les services de renseignement américains et israéliens, en particulier, ont participé à des attaques d'agents provocateurs et à l'infiltration d'éléments violents dans les manifestations à Téhéran, dans le but de créer une situation chaotique. Et ensuite, les États-Unis, Donald Trump lui-même, appelaient ouvertement les gens à se soulever et à prendre le contrôle de leurs institutions. C'est à proprement parler une incitation totale. C'est d'ailleurs consigné. Donc c'est très clair. Nous avons déjà vu ce scénario à Maïdan auparavant.
En 2014, nous l'avons vu en Syrie, en 2011, en 2012 et à de nombreuses reprises par la suite. Nous l'avons vu en Libye, encore et dans toute l'Europe de l'Est. Ce type de formule de révolution de couleur en semant le chaos ne cesse de se répéter. Je dois le dire, Nima, parce que c'est très important. Pourquoi est-ce important? Il n'y a aucune preuve que l'Iran développait une arme nucléaire. Rien. Ils n'ont rien. Absolument rien. Ils n'avaient rien pendant toute la période de négociation du JCPOA. Le JCPOA, l'accord sur le nucléaire iranien, mis en place sous l'administration Obama en 2015 et 2016, n'était qu'une double assurance pour que l'Iran ne développe pas d'armes nucléaires. À ce moment-là, il n'y avait aucune preuve qu'ils en développaient une. Mais c'était la double assurance. Trump a donc voulu revenir là-dessus et mettre en scène cette façade selon laquelle il cherchait à obtenir un accord nucléaire, alors qu'en réalité, les États-Unis n'avaient aucun intérêt à le faire. Car tout le monde dans la communauté du renseignement américaine sait que l'Iran n'a jamais développé d'armes nucléaires. C'est un argument purement politique. La propre CIA des États-Unis et le bureau du directeur du renseignement national l'ont affirmé. Et à 2 reprises, en mars puis en juin, ce bureau a été publiquement désavoué par Donald Trump, sans aucune protestation de la part du directeur ou de quiconque dans ce département. Il n'y a donc rien sur le plan nucléaire. Ils ont ensuite changé de discours en disant « Non, cette guerre concerne les missiles iraniens ». C'est un argument très faible, car cela revient à exiger la démilitarisation d'un pays déjà attaqué par les États-Unis et Israël, sans provocation. Ils ont donc un droit à la légitime défense en vertu du droit international, et tout le monde le sait. Nous en arrivons donc maintenant aux manifestants démocratiques qui ont été sauvagement massacrés par le régime. C'est le point le plus important. Parce que même si vous êtes un partisan de MAGA anti-guerre, un neutre non-interventionniste ou un isolationniste, peu importe, vous finirez quand même par soutenir cette guerre. Et ils utilisent exactement la même psychologie dans la guerre de l'information que celle employée pour préparer la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre en Syrie. C'est ce raisonnement. Eh bien, nous sommes contre la guerre, mais c'est mieux que Saddam soit parti, car c'était un dictateur malfaisant. Et maintenant nous sommes contre cette guerre en Iran, mais au moins les mollahs ont été tués, ou le guide suprême est mort, le monde est un endroit meilleur parce que cet avatar du mal a été éliminé. C'est le programme de propagande classique de l'Occident. Fabriquer du consentement par-dessus du consentement. Ainsi, les modérés peuvent s'opposer à la guerre, mais ensuite, les classes bavardes en Occident se regardent et se disent « Eh bien, c'est quand même mieux qu'il soit parti, parce qu'il y avait un dictateur maléfique là-bas. » Même chose pour la Yougoslavie, même chose pour la Libye, et la liste continue encore et encore. Donc j'insiste sur ce point, Nima, et je veux le souligner 2 fois, parce que c'est la justification psychologique de la fabrication du consentement pour cette guerre, puisque l'argument nucléaire s'est complètement effondré. C'est pourquoi Trump n'a cessé de s'en détourner, et il y est même revenu désespérément une 2e fois au cours de l'année écoulée. C'est donc frauduleux à tous les niveaux imaginables. Et c'est cela que les Européens, pour revenir à ton point initial, Nima, utilisent comme signal de vertu morale, comme justification morale pour se tenir côte à côte avec les États-Unis et Israël dans cette guerre morale visant à débarrasser la région de cette menace terroriste qu'est le régime iranien. C'est sur ce type de récit qu'ils s'appuient ici. Et il faut que les gens comprennent que c'est dans ce cadre-là qu'ils évoluent. Il n'existe aucun fondement, ni en droit international, ni dans les lois de la guerre, ni dans les conventions internationales,
tous les cadres convenus entre les pays européens, les États-Unis et l'ensemble du système des Nations Unies. Il n'y a absolument aucune justification à cette attaque unilatérale contre l'Iran menée par les États-Unis et Israël. Aucune. Il n'y a rien. Tout ce qu'ils ont, c'est exactement la même formule qu'ils ont utilisée en Irak, en Libye, en Syrie, en Yougoslavie et dans bien d'autres endroits. En Ukraine d'ailleurs, avec le coup d'État de Maïdan. Je sais que cela peut sembler redondant pour certains, mais il faut vraiment comprendre à quel point cette propagande a été importante en janvier. C'est pour cela qu'ils ont dépensé des centaines de millions de dollars pour payer des influenceurs afin qu'ils publient des vidéos disant « Donald Trump, vous devez venir sauver ces manifestants démocratiques ». Ils se font tuer dans les rues. Ils ont payé des milliers de dollars à d'anciens utilisateurs, à des YouTubeurs et à des personnes sur les réseaux sociaux pour diffuser ce mensonge scénarisé, car cela préparait le terrain pour ce que nous voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous ne voyons aucune protestation venant de l'Occident. Les États-Unis utilisent des bombes à gravité pour frapper des quartiers densément peuplés dans une ville de 10 millions d'habitants. Il n'y a absolument aucune opposition, et cela s'inscrit simplement dans la continuité de l'indifférence totale et de l'absence d'indignation face au génocide à Gaza au cours des 2 dernières années et demie. C'est donc une prolongation de cela. Gaza a établi le précédent, et maintenant, ils ont transféré la même tactique, une guerre totale contre le peuple iranien. Parce qu'il n'y a aucune attente de changement de régime, même maintenant. Nima. Et comme nous l'avons mentionné lorsque nous parlions hors antenne avant cette émission, c'est pour cela que les États-Unis, peut-être pourrons-nous en reparler plus tard, tentent maintenant de jouer la carte du conflit par procuration en soutenant des militants kurdes iraniens qui se rassemblent actuellement au Kurdistan irakien pour être déployés de l'autre côté de la frontière afin de semer le désordre et le chaos en Iran. C'est, à mon sens, un acte de désespoir de la part des États-Unis, car ils ne feraient pas cela si tout ce qu'ils ont dit, promis et affirmé au public ces dernières semaines était réellement vrai ou même vaguement possible. Bien sûr que non. Et maintenant, ils en reviennent à la guerre par procuration, jouant cette carte encore une fois, en dupant les Kurdes, ou plutôt un autre groupe de Kurdes, trompés une fois de plus par les États-Unis. Combien de fois les Kurdes doivent-ils encore être dupés en Syrie, en Irak? Et maintenant, ils refont la même chose avec l'Iran. C'est donc clairement une manœuvre cynique des États-Unis, et les forces spéciales américaines ainsi que britanniques seront intégrées à leur côté. Ils les entraînent en ce moment même, et tous ces groupes seront déployés à l'intérieur de l'Iran. Et nous savons ce qui se passe ensuite, Nima. Il est presque certain que les PMU en Irak, les PMU chiites, seront invités à rejoindre ce combat à l'intérieur de l'Iran. Je n'en doute pas. Et cela ouvre alors la perspective d'une guerre civile en Irak, n'est-ce pas? Quant aux Kurdes irakiens, ils essayent de maintenir cette position de neutralité. Le GRK, dirigé par Barzani, tente de préserver cette neutralité, mais je ne vois pas comment il pourrait encore rester neutre. Ils prétendent être neutres parce qu'ils accueillent des opérations américaines, à la fois ouvertes et secrètes. Ils hébergent les services de renseignement israéliens et s'en servent comme tremplin pour attaquer l'Iran. Et maintenant, tout le monde est au courant. Ce qui est intéressant dans cette histoire, Nima, c'est que CNN la divulguait et le faisait dans un contexte de critique, en disant que ça pourrait être compliqué pour Trump. J'ai été choqué de voir cela venir de personnes comme Natasha Bertrand et Clarissa Ward, qui la diffusaient largement sur les réseaux sociaux, même en utilisant leur compte personnel. J'ai toujours considéré Clarissa Ward comme un atout médiatique de type CIA, une propagandiste, tout comme Natasha Bertrand.
Mais on observe une petite division intéressante au sein des grands médias américains à ce sujet. Alors, cela pourrait être une question partisane, ou bien il pourrait s'agir d'une véritable rébellion contre le récit monolithique que nous avons habituellement aux États-Unis en temps de guerre. C'est en quelque sorte sans précédent. Ce récit monolithique semble ici quelque peu fracturé, et il pourrait y avoir une division au sein de la CIA, pour autant que je sache, ou une activité rebelle en cours. Je ne vois pas comment cette histoire et la manière dont elle a été présentée lors de la fuite n'auraient pas été conçues pour nuire à Trump, mais aussi pour signaler aux Iraniens que cela allait arriver. Je veux dire, peut-être qu'il y a quelque chose de plus sophistiqué, un autre coup d'échec en 5D joué ici par la CIA. Mais j'ai trouvé cela, je n'avais jamais vu ça auparavant, disons-le ainsi. Pas en 20 ou 25 ans. C'est donc un autre sous-plot inhabituel qui est en train de se dérouler. Hier, Pete Hegseth est sorti en se vantant que nous étions en train de gagner et que la victoire était en cours à ce moment même. Mais s'ils gagnent, pourquoi ont-ils besoin de supplier ces terroristes kurdes, de les soudoyer pour qu'ils mènent une sorte d'attaque contre l'Iran? D'un autre côté, les signes ne sont pas très encourageants pour les États-Unis. Nous avons vu la France, l'Italie, l'Espagne, même l'Espagne, et le Royaume-Uni se joindre à eux, aidant les États-Unis, rassemblant toutes ses forces. On pourrait littéralement dire que l'OTAN aide les États-Unis, tous unis pour défendre. Mais il ne semble pas que leur système de défense fonctionne. C'est pourquoi ils ont besoin que tous ces pays s'unissent pour défendre Israël. Eh bien, l'autre problème qu'ils ont, c'est que les États-Unis ont déclenché la guerre. Donc, vous savez, même si l'Iran a attaqué, effectivement attaqué, il reste des questions sur ce qui a réellement touché la base de la Raf Akrotiri à Chypre. Pour moi, c'est encore une question ouverte. Je fais des recherches à ce sujet en ce moment. Mais quoi qu'il en soit, les États-Unis sont le principal partenaire de l'OTAN. Ils ont déclenché la guerre. Donc l'article 5 est nul et non avenu. Il n'y a pas de tous pour un pour tous dans ce cas quand il s'agit de l'OTAN. Certainement pas avec la Turquie. Ainsi, l'OTAN est de fait mise à l'écart en tant qu'organisation unifiée susceptible de diriger ce conflit. C'est le premier point. Mais politiquement, nous avons bien ce genre de discipline, si l'on peut dire. Ce mécanisme de réaction rapide qui fonctionne habituellement entre les pays du G7, où ils harmonisent toutes leurs déclarations en cas de crise de sécurité nationale. C'est un peu ce que nous voyons ici. Et c'est de la politique de bloc, NIMA. C'est la politique de la puissance des blocs. C'est la politique de la Première Guerre mondiale, le comportement des États-nations. C'est le danger de la politique de puissance et de la politique de bloc, ainsi que celui d'avoir des mandats de mécanismes de réaction rapide entre les pays du G7, où ils doivent tous dire exactement la même chose. C'est signé, c'est convenu par tous les pays du G7. Ils auront exactement les mêmes déclarations en cas de crise de sécurité nationale. Cela signifie donc qu'aucun gouvernement individuel ne peut avoir une politique étrangère indépendante, ni un point de vue propre sur une situation donnée. Ils doivent tous se rallier et soutenir Israël et les États-Unis sur ce sujet. En ce qui concerne les pays européens vassalisés, c'est là où nous en sommes actuellement. Cela aurait été le test ultime, si un pays européen ou un membre de l'OTAN avait une politique étrangère indépendante. Je veux dire, les exceptions habituelles au sein de l'OTAN seraient par exemple en ce qui concerne l'Ukraine, la Hongrie, la Slovaquie et dans une certaine mesure la République tchèque, qui se montrent sceptiques et ne participent pas à la guerre en Ukraine. Mais principalement, nous parlons de la Slovaquie et de la Hongrie.
La Hongrie est probablement le gouvernement le plus pro-israélien d'Europe. On pourrait même dire un gouvernement sioniste. Ils ne vont donc pas s'opposer à ce genre de position européenne uniforme. Mais les acteurs les plus importants sont les soi-disant E3. Ils essayent d'entraîner la Grèce dans cette affaire, et c'est en réalité assez dangereux, compte tenu de la relation et des tensions entre la Grèce et la Turquie. S'ils veulent enflammer la situation à Chypre, les États-Unis ou Israël pourraient très facilement le faire, ce qui obligerait la Turquie à intervenir à Chypre pour sécuriser ses frontières et ses intérêts là-bas. Et bien sûr, je n'exclurai pas que les Israéliens allument cette étincelle. À un certain moment, c'est un risque bien réel. Ce sera toujours un risque. Mais d'un autre côté, si l'Iran décide de lancer des missiles sur les bases américaines et britanniques à Chypre, il n'y a vraiment rien que les pays européens puissent faire. Je ne pense pas qu'ils aient réellement la capacité d'attaquer l'Iran, et ils ne feraient que s'exposer à davantage de représailles. Et quand on réduit tout cela à l'essentiel, c'est les États-Unis qui ont déclenché cette guerre. Les États-Unis et Israël l'ont entièrement commencé. Ils sont totalement prêts. Ils s'y étaient préparés. Ils ont toujours prévu de mener cette guerre. Donc, à vrai dire, je pense que les pays européens n'ont aucun fondement, ni moral, ni juridique. Surtout, si cela dérape vers une guerre mondiale plus large, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes, de ne pas avoir eu le courage de se démarquer et de profiter de ce moment pour au moins se dissocier des États-Unis. Et les États-Unis ont été un État voyou. Regardez ce qu'ils ont fait au Venezuela à la fin de 2025. C'est, à mon sens, une violation totale des normes internationales. Et ensuite, voler le pétrole, se vanter ouvertement du pétrole, détourner des pétroliers, saisir le pétrole, le vendre contre de l'argent liquide et garder l'argent. C'est de la piraterie à ciel ouvert. Nous assistons donc à un effondrement du système international en ce moment. Un effondrement que je considère équivalent à celui du système international en 1938. N'est-ce pas? Et pendant que l'Occident aime fétichiser et pointer du doigt, accusant tout le monde d'être Hitler et chaque point de tension d'être les Sudètes, la réalité, c'est que si l'on veut transposer un récit de 1938 à la situation actuelle, les États-Unis sont l'Allemagne nazie. Et Israël, c'est l'Allemagne nazie en 2026. Donc si vous voulez faire cette comparaison, cette analogie, il est assez clair qui représente l'Allemagne. L'Allemagne a été historiquement reconnue pour avoir sapé et finalement détruit le concept de la Société des Nations. Et elle a été l'impulsion à la création des Nations Unies et de tout le cadre international qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, les États-Unis sont les contrevenants. Ce sont eux les instigateurs. Ce sont eux les agresseurs. Et Israël est leur partenaire dans tout cela. Voilà les menaces pour la paix mondiale. Les États-Unis et Israël. Il n'y a aucun doute. Personne ne devrait en avoir le moindre. Ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas l'Iran, c'est les États-Unis. Et Israël menace désormais la stabilité mondiale. Il menace l'économie mondiale. Et nous ne sommes pas loin du moment où l'un de ces deux pays menacera ou ira jusqu'à se vanter ouvertement d'utiliser des armes nucléaires s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ou s'ils se retrouvent acculés au point de devoir sauver la face et éviter une défaite relative en tout cas, dans cette aventure militaire qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. C'est donc très comparable à la Seconde Guerre mondiale. Mais évidemment, les rôles se sont inversés. Les alliés et les puissances de l'Axe ont échangé leur place cette fois-ci.